Rêver par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. S'il y a bien un secteur d'activité qui ne bénéficiera ni d'aide, ni de plan de relance, ni de mesures de sauvegarde pour affronter la crise, c'est le travail du sexe. Angle mort par excellence auquel les pouvoirs publics renâclent à se confronter de peur de se voir tour à tour accusés de laxisme ou de rigorisme, laissant cette activité qu'on nous présente pour partie comme étant la plus vieille du monde dans un flou qui évidemment ne bénéficie pas aux plus concernés, à savoir les travailleuses et travailleurs du sexe. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas attendu qu'on les aide pour imaginer des solutions alternatives et des sources de revenus supplémentaires. Ainsi, on a vu exploser récemment l'usage d'une plateforme jusqu'ici confidentielle, OnlyFans, présentée un peu rapidement comme l'Instagram du porno, surfant sur l'image d'un marché de l'érotisme à taille humaine. Mais est-ce que c'est si vrai que ça ? Et surtout, est-ce que tout ça ne va pas creuser encore plus le sillon de précarité dans laquelle est déjà bien avancée la profession ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. J'aime bien son contenu Twitter. C'est ça aussi qui m'a un peu poussé à me rapprocher de son OnlyFans. Ça faisait un moment en vrai que je la suivais sur Twitter. Je savais pas comment la soutenir autrement. J'avais trouvé ce moyen-là de la soutenir, c'était sympa. J'ai fait que du contenu gratuit pendant 3 ans. Pour gagner de l'argent, il faut y passer énormément de temps. Et que si on ramène un taux horaire, franchement, je gagne pas ma vie. Elles seront deux pour répondre à mes questions aujourd'hui. D'abord, ma consoeur Pauline Verdusier. Elle est journaliste indépendante, elle s'intéresse depuis longtemps déjà à la question des réalités du travail du sexe et elle y consacre tout prochainement un livre. Il s'appelle Vilaine fille, il va paraître aux éditions Anne Carrière et avec elle, j'ai d'abord eu envie de discuter d'un élément central, à savoir le poids des pratiques numériques dans le monde des travailleurs et travailleuses du sexe. L'évolution du numérique, ça a évidemment accompagné l'évolution du travail sexuel. Donc, par exemple, si on prend très simplement l'escorting, donc c'est une forme dite de prostitution entre guillemets, qui va se faire via des annonces en ligne. Donc il y a déjà cette forme-là, il y a eu le porno en streaming, il y a les plateformes de webcam pour les camgirls, et donc il y a aussi des plateformes encore plus récentes comme OnlyFans, donc qui est un réseau social payant où en fait les abonnés de créateurs et créatrices de contenu vont payer une somme mensuelle qui va globalement entre $5 à $50 pour se voir proposer des contenus plutôt à caractère érotique voire pornographique. Et donc ce genre de plateforme-là effectivement a été investi par des travailleurs et travailleuses du sexe comme parfois une forme de vitrine, parfois une manière de se faire un complément de revenus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit aujourd'hui et qui est utilisé pareil de manière très diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a des travailleuses du sexe qui vont vraiment investir ces plateformes-là et y passer énormément de temps. On va sûrement venir à la question de l'argent après, mais pour en faire vraiment une source de revenus peut-être conséquente, mais encore c'est difficile. D'autres vont l'utiliser comme un lien à leur communauté, entre guillemets. Enfin, on parle un peu d'Instagram du porno, c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est une image. Et donc à cette communauté-là, avec laquelle il va y avoir des interactions, des échanges de messages, etc. J'avais rencontré à New York un go-go dancer et ancienne escorte et performer X qui s'appelle R.J. Thompson, qui est aussi juriste et qui aide les travailleuses du sexe. Et lui, en fait, il utilisait par exemple le porno comme vitrine entre guillemets, quand il était escorte pour toucher plus de gens. On peut imaginer que OnlyFans serve aussi ce genre de démarche pour certaines personnes qui veulent éventuellement travailler dans le X ou dans d'autres domaines du travail du sexe. Le fait que ce soit payant, OnlyFans, par abonnement, est-ce que c'est aussi une façon de structurer le marché, là pour parler en termes très économiques, mais pour structurer une activité qui peine à se faire reconnaître, notamment de ce point de vue-là, de faire reconnaître un statut concret qui passe par tout un tas de cases administratives à cocher. Est-ce que c'est un pas dans cette direction-là aussi ? Disons que je pense que c'est un outil dont se saisissent ces personnes-là, mais j'imagine comme des travailleurs ou travailleuses indépendantes en général se sont saisis peut-être de YouTube ou d'Instagram pour en tirer des revenus. C'est vrai que le travail du sexe en lui-même, il n'est pas illégal en France, c'est l'achat d'actes sexuels qui est passible de poursuite. Ça en fait une activité stigmatisée et très très compliquée à mener. Et donc effectivement, ce genre d'outil qui est une proposition de vente de contenu vidéo, photo qui là n'est pas illégal en France et que les personnes peuvent acheter, peuvent payer
pour ces contenus-là, c'est un outil effectivement dont se saisissent les travailleuses du sexe. Et éventuellement aussi, il y a peut-être aussi une forme de, pas de normalisation qui va avec, mais le fait de dire voilà, j'existe, j'ai tel message à porter ou je fais ça, c'est mon travail. Peut-être c'est aussi une forme de légitimation de ce travail-là, ou de dire j'y ai droit et voici ce que je propose et voici ma communauté et voici mes revendications. C'est aussi, j'imagine, une plateforme parfois de certaines personnes qui sont aussi très militantes, qui vont aussi beaucoup politiser leur message, pas spécialement dans leur contenu sexuel, mais dans ce qu'elles vont exprimer sur les réseaux sociaux. Et donc ça, je pense qu'une partie des travailleuses du sexe peuvent s'en saisir pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par contre, de voir s'aggraver la segmentation entre un travail du sexe qui serait vu comme positif, volontaire, militant, et le travail forcé du sexe, qui est une réalité aussi, mais que personne n'exclut de l'équation, mais que la séparation se fasse de plus en plus entre ceux qui ont l'accès à la technologie, la facilité, le public qui va avec, et les autres, malheureusement. Évidemment, un outil comme OnlyFans ne va pas gommer les réalités très concrètes, les conditions de vie très concrètes et d'existence des personnes qui existent en dehors de cette plateforme. Qui est une dichotomie entre l'image de la travailleuse du sexe émancipée, qui gagne énormément d'argent, qui fait beaucoup rêver les médias, qui est très glamour, et la travailleuse qui est aussi une réalité quand même, je pense, conséquente, qui a des gros problèmes financiers, qui a peut-être pas de papier, qui a peut-être pas de logement ou qui n'a pas de logement fixe. Cette dichotomie-là, elle existe dans le réel, mais en fait, il faut juste faire attention à ne pas englober le travail du sexe dans une figure particulière, dans une représentation qui serait l'avatar du travail du sexe, parce que c'est extrêmement réducteur. On a tendance des fois à présenter ce type de plateforme comme une espèce de circuit court du porno ou de la consommation de contenu érotique ou pornographique, comme si on était dans un rapport directement du producteur au consommateur, en gros. On a tendance à pas mal idéaliser cette espèce de schéma qui serait vertueux pour tout le monde, en gros. J'ai l'impression que on utilise cet argument pour masquer une réalité qui est un peu plus complexe et un peu plus capitalistique. Oui, et c'est typique, j'ai envie de dire, des représentations du travail du sexe en général. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à le réduire à des figures archétypales ou à des éléments de langage un peu sensationnalistes. Encore une fois, il y a eu plein d'articles pour dire « Regardez, tel travailleur du sexe qui gagne $10,000 par mois. » Et d'ailleurs, il y a une femme sur Twitter qui a posté une cape écran de ses revenus. Effectivement, en 1 mois et demi, elle avait gagné $10,000. Mais elle s'est pris une vague de critiques, de messages terribles, de rage, de haine, de violence. Et derrière cette image-là, ce que ça cache, donc comme je l'ai dit, c'est aussi le travail et des réalités vraiment diverses, mais c'est aussi tous les risques qu'il y a derrière, inhérents à cet aspect, comme vous dites, capitalistique et très compliqué, qui sont... Oui, donc il y a un circuit court, c'est-à-dire que le consommateur et le producteur ou la productrice peuvent entrer directement en contact, c'est-à-dire parler par message, où la personne peut proposer une vidéo personnalisée. Il y a une forme de personnalisation, d'interaction, mais ça expose à des violences, du cyberharcèlement, du revenge porn, donc des leaks de vidéos, de photos. Donc ça veut dire que la personne va prendre une photo, une vidéo qui est en contenu normalement masqué aux autres personnes pour la diffuser ailleurs et à d'autres groupes, à d'autres personnes, des risques d'outing. Donc ça veut dire révéler l'identité, par exemple, de travailleuse du sexe d'une personne publiquement alors qu'elle ne le souhaite pas, ou à des proches. En fait, il y a tout un système de violence qui se voit déjà dans le travail du sexe direct, dans l'escorting, dans la prostitution, dans le travail de rue, qui se répercute évidemment sur un outil tel que OnlyFans, où en plus, certes, on ne se voit pas dans la vraie vie, enfin c'est quand même la vraie vie, mais on ne se voit pas en réel, mais il y a un contact direct, il y a une prise réelle. Et donc là, on peut retrouver des mécanismes de violence, des mécanismes de chantage, des mécanismes de violence entre clients et travailleuses du sexe. On a aussi beaucoup présenté ces plateformes-là comme participant d'une espèce de nouveau mode de vie qui est ce qu'on appelle aux États-Unis le side hustle. Donc c'est le petit bonus en plus, quelque part. Le fait d'avoir, j'ai une activité rémunérée supplémentaire en plus de mon activité centrale. Et le fait que le travail érotique ou le travail pornographique
entre totalement dans cette catégorie-là. Là aussi, ça participe peut-être d'une forme de glamourisation ou d'essentialisation de ce qu'est la réalité du travail du sexe. Oui, absolument. Et en plus, c'est une belle preuve en fait des injonctions contradictoires qui visent les travailleuses du sexe, qui, il faut le rappeler, sont quand même si c'est qu'un side job, peuvent être vraiment extrêmement stigmatisées et victimes de toute forme de violence, verbale ou physique, il faut le rappeler. Donc, cette injonction contradictoire, c'est de dire qu'il y a une forme d'indignité fondamentale au travail du sexe et une forme d'asservissement par essence, mais que par ailleurs, ça serait de l'argent facile et que ces femmes-là, c'est surtout les femmes, seraient vénales et qu'elles n'ont pas le droit aussi de gagner. Par exemple, quand cette femme sur Twitter, son pseudo c'était Polska, a dit voilà, j'ai gagné $10,000 grâce à OnlyFans, et les réactions de haine que ça a eu, ça sous-entend qu'en fait, elle n'a pas le droit parce que potentiellement, elle gagne plus que ses clients, elle gagne plus que peut-être des hommes. Et en fait, ça, ce n'est pas concevable en fait dans les discours dominants, dans les représentations du travail du sexe. Donc vraiment, il y a cette idée très paradoxale de voilà, c'est de l'argent facile, elles sont vénales, quand même, c'est vraiment la facilité, alors que c'est absolument pas facile. En fait, dans le travail du sexe, il y a beaucoup aussi de négociations, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clients qui essaient, par exemple dans l'escorting, qui essaient de négocier les tarifs, les pratiques, qui vont vous harceler de textos, qui vont jamais prendre le rendez-vous, qui vont vous faire attendre ou vous poser des lapins, qui vont vous menacer. Enfin, et ça, c'est des mécaniques, encore une fois, qui vont se retrouver sur des plateformes en ligne avec tout ce qu'on a dit, cyberharcèlement, menaces, chantage, etc. Donc, c'est vraiment injuste de à la fois dire aux travailleuses du sexe qu'elles n'ont pas le droit d'exercer cette activité et qu'elle est indigne et que ce sont des femmes qui promeuvent un esclavage et de les accuser de tous les maux, et à la fois de leur dire que c'est de l'argent facilement gagné et qu'elles n'ont pas le droit de le faire parce que c'est vu comme amoral. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'un discours extrêmement contradictoire fait sur les travailleuses du sexe et qu'il faut souligner et même dénoncer, je pense. Et pour comprendre un peu mieux le système OnlyFans de l'intérieur, l'idéal, c'est d'en discuter avec une personne concernée, une travailleuse du sexe, en l'occurrence cette Océane, alias Lowines, qui a ouvert son compte sur la plateforme il y a quelques mois, qui a très gentiment accepté de m'expliquer comment tout ça fonctionne. Pour s'inscrire, c'est une vraie bataille. Alors déjà, moi je parle pas très bien anglais, la plateforme est complètement en anglais. Enfin, il y a une traduction automatique, mais ils traduisent fan par ventilateur, donc c'est pour donner une idée, c'est pas terrible. Donc déjà, faut se batailler avec le site, s'inscrire, et il y a une vérification d'identité. Donc en gros, il faut envoyer une photocopie de notre carte d'identité, une photo de nous en train de faire notre joli sourire avec notre carte d'identité à côté du visage. Et ça peut prendre jusqu'à 2 mois parce qu'en fait, leur système de vérification est pas au poil. Une fois que ça s'est fait, on peut ajouter notre compte bancaire pour recevoir des revenus. Et ça, c'est pareil. Selon les banques, c'est une bataille parce que déjà, le milieu de la banque et le porno, c'est pas un super truc. Donc, il y a certaines banques qui sont directement blacklistées de OnlyFans. C'est un peu aléatoire. J'ai essayé d'en discuter parce que j'ai eu pas mal de collègues et de clients même qui ont eu des soucis pour mettre leurs coordonnées bancaires. Mais on sait pas trop pourquoi. De temps en temps, ça marche juste pas du tout. Et bon, une fois que toute cette bataille est faite, là, à ce moment-là, il faut fixer le prix d'abonnement. Donc moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais poster sur la plateforme ? Du coup, je me suis dit, moi, ce que je veux poster, c'est des photos prises à la volée, quelques petits clips un peu porno, mais assez soft, et puis faire un endroit où j'accepterai la discussion avec les clients, parce que c'est vrai que précédemment sur Twitter ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai eu des messages très très désagréables de la part de personnes qui venaient dans mes DM, etc. Donc là je me dis il faut que ce soit un prix qui soit symbolique quelque part pour pousser les gens à être respectueux, c'est-à-dire que j'allais pas mettre un abonnement à $2 par mois parce que c'est en dollars sur la plateforme. Donc je me dis, $9, pour moi c'est bien. Donc je lance ma communication sur Twitter, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est assez cool et d'avoir plein de gens qui gravitent dans le porno, du coup je suis très relayée très vite, donc en même pas une semaine j'ai 15 abonnés sur OnlyFans, ce qui est assez incroyable parce que généralement les premiers mois on a 4-5 abonnés et ça va pas très vite. J'ai une autre activité à côté, j'écris, je fais de la pige et du coup ça me laisse quand même largement le temps de m'occuper de ma communauté.
Et puis voilà, la machine est lancée et puis mon boulot maintenant c'est de remplir ma page OnlyFans et de faire la promotion surtout. En fait, c'est ce qui me prend le plus de temps, c'est faire la promotion sur mon Twitter. Donc suite à la création de mon OnlyFans, j'ai créé un Twitter complètement dédié à mon contenu érotique et porno pour ne pas imposer aussi ce contenu-là à des gens qui me suivaient à la base parce que je fais du shitpost et que je fais un peu de militantisme, etc. Les $9 qu'on a évoqué, on est d'accord qu'ils ne tombent pas tous les mois dans ta poche à toi et que OnlyFans, évidemment, a un intérêt financier à ce que toi et d'autres de tes collègues soient présents et présentes sur la plateforme. Et donc, du coup, ils perçoivent une commission. Ça marche comment, ça, du coup, là, en termes de rémunération, très concrètement ? Alors, mon abonnement, il est à $9 et la commission d'OnlyFans, elle s'élève à 20%. Du coup, sur mes $9, je touche seulement, je trouve ça raisonnable parce qu'il y a plein de plateformes qui ont des commissions à 35, 40, voire même 50%. Du coup, je touche $7,20. Ce qui se passe en fait sur le site, c'est que j'ai une espèce de petit porte-monnaie qui se remplit. Ce porte-monnaie, je peux retirer de l'argent dessus à partir du moment où il y a $100. Donc en fait, moi, mon but, c'est d'atteindre les $100 le plus vite possible, histoire de faire un virement sur mon compte. Ce qui est arrivé il y a pas longtemps, c'est que OnlyFans est sous le coup là d'un procès parce qu'ils n'ont pas payé la TVA pendant 3 ans. Là, très récemment, ça fait quoi ? Peut-être depuis juillet 2020, là, ils font payer une TVA aux clients en plus. Donc, c'est-à-dire que moi, un client va payer, je crois, c'est $10,20, quelque chose comme ça, pour s'abonner à mon OnlyFans, au lieu de payer vraiment strictement $9. Donc, c'est-à-dire que en fait, là, OnlyFans se prend vraiment ça agrandit la marge qu'ils se prennent, mais du coup ils n'ont pas le choix parce que de toute façon il faut bien qu'ils payent la TVA et leurs impôts quelque part parce que sinon ils vont fermer. Sous quel régime ça se fait ? Alors là on va parler économie un peu, on s'éloigne du porno, mais sous quel régime toi tu es déclaré ? Comment ça se passe techniquement pour que tout se fasse dans la légalité de ton point de vue, puisque c'était aussi un des objectifs, tu le disais tout à l'heure. Alors moi j'ai une auto-entreprise. Alors j'avais une auto-entreprise avant de me lancer dans OnlyFans parce que j'écris pour des magazines, etc. Donc parfois je me fais payer en pige et parfois je facture. Donc j'avais déjà un statut et j'ai de la chance parce que mon statut il est un peu large et du coup c'est rédaction web et ça marche très bien pour ce que je fais sur OnlyFans. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tous les trimestres, je déclare mes revenus à l'URSSAF et je donne encore 20% de mon revenu à l'URSSAF. C'est aussi pour ça que c'est un peu précarisant parce que OnlyFans ne nous paye pas en salaire, quoi. C'est pas un salaire du tout, c'est un espèce de revenu un peu bâtard. Nous, c'est une galère. C'est aussi sur ça qu'on s'aide beaucoup avec les collègues, c'est sur les déclarations, tout ce qui est un peu fiscalité, etc. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment déclarer. Moi, la première fois que j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF avec mes revenus OnlyFans, je me suis dit, mais je fais comment ? J'ai pas de facture, j'ai pas de papier à donner, je sais pas du tout. Et on m'a dit, déclare le revenu comme ça, et puis si un jour... tu montres ton relevé de compte et puis c'est tout. Et il n'y a aucune assistance du côté d'OnlyFans pour faire ces démarches-là ou de tutos ou de... Non, pas du tout. Ouais, non, absolument pas. En fait, OnlyFans joue vraiment sur cette image de ce que tu te fais avec OnlyFans, c'est de l'argent de poche. C'est ce qu'on reproche un petit peu à la plateforme parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sans savoir qu'il faut déclarer cet argent. On est obligé de rappeler constamment aux nouvelles personnes qui se servent d'OnlyFans c'est un travail, c'est considéré comme un revenu. Du coup, il faut absolument le déclarer parce que sinon, il y a le fisc qui vient toquer à ta porte et c'est pas très bon, quoi. Faudrait qu'on ait un statut plus stable et plus légal quelque part parce que là, on s'en sort pas, quoi. On est toujours sur le fil de la lame à se dire... à quel point c'est légal ce que je suis en train de faire, à quel point ça va être accepté par ma banque. Moi, je sais que sur mon relevé de compte, il y a écrit mes revenus d'OnlyFans, il y a écrit OnlyFans dessus. Donc, si un jour ma banquière veut faire du zèle et aller regarder sur Internet ce que c'est OnlyFans et que ça lui plaît pas, je vais recevoir un petit coup de fil qui va me dire vous changez de banque. Il y a eu un début de polémique autour d'OnlyFans ces dernières semaines du côté des travailleurs et travailleuses du sexe qui ont vu de manière assez négative l'arrivée de personnalités publiques très connues, je pense à l'actrice Bella Thorne par exemple, qui ont ouvert des comptes OnlyFans pour un peu s'encanailler, ça faisait vraiment ça, entre guillemets, et ça se fait, d'après ce que j'en ai compris, au détriment des vrais utilisateurs et des vrais producteurs et productrices de contenu sur OnlyFans.
Je sais pas comment toi tu l'as vécu. Ouais, alors complètement. Moi, au début, je vais avouer que j'étais un petit peu partisane du fait de OnlyFans, c'est pas une plateforme qui est uniquement utilisée pour le travail du sexe. Non. C'est une plateforme sur laquelle on peut retrouver par exemple des coachs sportifs qui mettent des vidéos en ligne de cours pour faire des routines de yoga ou que sais-je. Bellatorn, ça a été vraiment terrible parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée sur la plateforme, elle a mis son abonnement en place, etc. Donc il y a énormément de personnes qui se sont abonnées et ce qu'on peut faire sur OnlyFans, c'est vendre en message privé des contenus en plus de ce qu'il y a dans le feed. Et en fait, Bellatorn, elle a fait ce système-là avec une photo en annonçant dans son message que c'était un nude. Elle a demandé, je crois, $200 pour cette photo-là. Alors déjà, pour une photo, $200, quand bien même c'est une personnalité, c'est soumis à questionnement, mais ce qui s'est passé, c'est que c'était pas vraiment un nude. C'était une photo d'elle à la sortie de la douche où on voyait ses épaules et elle n'était pas maquillée. Du coup, beaucoup de clients mécontents ont fait un retour à la plateforme en disant nous on veut être remboursés quoi. Elle nous annonce un nude, une photo d'elle où elle est nue. On n'a pas du tout, on a été floués et puis du coup ça a fait que pour plein de personnes qui ont utilisé nouvellement OnlyFans avec l'arrivée de Bellatorn, OnlyFans c'est de l'arnaque. Ça peut créer une forme de crise de confiance un peu. Ouais, c'est ça, ça crée de la méfiance chez les clients et pour les filles qui ont, comme moi, une communauté qui est déjà présente et qui sait déjà comment ça fonctionne et qui sont des habitués de la plateforme, ça va. Mais du coup, moi, ça fait depuis l'arrivée de Bellatorn que j'ai quasiment plus de nouvel abonné parce qu'il y a une espèce de méfiance incroyable. Je reçois une tonne de DM sur Twitter qui me demandent sur ton OnlyFans, il y a quoi c'est quoi comme type de contenu? Est-ce que tu mets des vrais nudes parce que tout le monde a entendu parler de ce truc-là et maintenant tout le monde a en tête que OnlyFans, c'est pas forcément très honnête, quoi. Donc, ça pose un très gros problème là-dessus. À tout cela s'ajoute sans doute, on en parlait tout à l'heure, le soupçon ancestral de vénalité et donc d'escroquerie potentielle dont le travail du sexe peine à se défaire. Merci à Océane et à Pauline Verdusier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.